Welcome everyone dans ce nouvel épisode de fin de séance, un épisode où on va parler d'un film d'horreur pour changer, même si le prochain épisode sera sur le dernier film de Frédéric Becbédé, L'Idéal, qui est tout aussi horrible que The Witch, mais pour d'autres raisons. The Witch, donc, aujourd'hui, on en a parlé avec Jean-Yves, un film américano-canadien sorti le 15 juin 2016, un film de Robert Eggers avec Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson et Kate Dickie, entre autres. Un film qui nous ramène en 1630 où une famille de colons anglais extrêmement dévots va devoir faire face à une succession d'événements assez horribles qui va mettre en péril leur santé mentale et leur santé tout court d'ailleurs. Superbe phrase d'introduction. Un film qui aborde des sujets très intéressants entre la religion et la folie, le tout sur des thèmes de féminisme. Le tout décrypté déjà par moi, votre hôte, Areski, et Jean-Yves, prof d'anglais à l'éducation nationale. Hein, ça arrive à des gens très bien. Donc merci d'excuser le niveau de franglais qui risque d'y avoir pendant tout cet épisode. Et si ça vous plaît pas, écoutez quand même. Hein, et n'oubliez pas d'aller noter 5 étoiles sur iTunes ou sur ce que vous voulez. Allez, bisous. Bon épisode. Je vais avoir du mal à pas être ultra enthousiaste sur ce film qui m'a vraiment ravi. Sur ce film. Ouais, dans le genre. Enfin, déjà, Ouais. moi, je suis assez client du genre. Hein, donc, du coup, là, pour le coup, quand c'est fait intelligemment avec goût, j'ai envie de dire, ça me plaît, quoi. J'aime bien. Ouais. Donc, on y va là. On démarre, c'est ça? Mais on a démarré déjà. Ok, d'accord. Non, mais je suis un peu nouveau, moi, tu sais. Je suis que enseignant, tu vois. Je suis pas fanfaron du show business comme toi, donc du coup. Je ne suis pas scénariste, oui. Bon, très bien. Du coup, ouais, non, moi je viens juste de finir de le voir, en fait, tout simplement. J'ai bien aimé, Ouais, déjà. ouais, Voilà. ouais. Okay. Mon feeling général, c'est que j'ai quand même bien aimé. Ouais. Et que pour un film qui est censé être un film d'horreur, il y a des moments bien creepy comme il faut, Ouais, quoi. ouais. Donc c'est, tu vois, quelque part, ça coche les bonnes cases Ouais. quand tu réfléchis à ça. Ouais, grave. Après, moi, peut-être que je m'attendais plus à un film pas full horreur, justement. Parce qu'à un certain moment, dans le film, j'ai pensé que ça allait plus jouer sur est-ce qu'il y a une sorcière existe vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Parce qu'en gros, le film le film commence directement par l'héroïne, Thomasine, qui va dans les bois avec un gosse, avec un bébé. Ouais. Et elle joue à peek-a-boo avec lui. Et à un moment, la 7e fois, elle ferme les yeux, le gosse, il a genre disparu totalement avec personne autour. Parce donc, qu'il s'ennuie quelque part, c'est long, c'est très long. C'est très long. Clairement, la sorcière, c'est une ninja, Voilà. tu vois. Mais tu sais pas. Ça, le truc, c'est que tu sais pas. Mais en même temps, ça va tout de suite après vers une espèce de femme qui vit dans les bois. Et avec ce bébé, en gros, on te fait comprendre qu'elle l'a broyé, quoi, pour s'en faire une pommade Nivea, quoi. Absolument. Un petit onguent là, sympa. Du coup, moi j'ai regardé un peu et moi j'aime bien le côté un peu artisanal du film parce que j'ai checké vraiment low budget, quoi. J'ai vu du 3,5 millions de dollars de budget, ce qui me paraît quand même vraiment faible pour une production de ça. Faible, ouais. Et qui a du coup bien marché puisqu'il a grossé 25 millions de dollars aux States, donc c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ouais. Et il sort il est sorti qu'hier en France et en Europe. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'acteurs à peu près. Ouais, à tout péter. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que le gars, moi je connaissais pas, et le gars apparemment vient du théâtre, hein, donc ce qui explique un peu le côté intime. On est sur du éclairage très artisanal, décor handmade, voilà. Enfin, il y a quelque chose de minimaliste qui rappelle le théâtre, et c'est ça que j'ai bien accroché là-dessus.
Et puis ça colle parfaitement Ouais. à la scène de ce XVIIe siècle dégueulasse en mode pèlerin, Carrément. arien, etc. Absolument. Donc ça va parfaitement à ça. Absolument. Voilà, ça c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé revoir l'acteur qui est, je sais pas, tu te rappelles, qui donnait la réplique à Ricky Gervais dans The Office, tu sais, son compère un peu pilier de bar là, avec sa bonne voix de bon British. Là, j'ai bien aimé le revoir. Donc lui, je me sens qu'il faisait du théâtre aussi, donc c'est pas étonnant de le voir là-dedans. Truc à noter. La femme me disait quelque chose aussi, la mère de, elle joue dans cette famille. On a déjà vu sa tête. Elle joue dans Game of Thrones en fait. Elle joue la mère de, tu sais, le mec qui est un peu teubé. Ah mais là. oui, la sœur de Catelyn Stark, je crois. Ouais, c'est ça. Celle qui donne le sein à son fils jusqu'à qu'il ait 13 ans. Elle aime bien donner le sein là apparemment parce que. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une scène comme ça. Ou une scène un peu dégueu à base de, je crois, donner le sein à mon enfant disparu, mort, et en fait c'est un corbeau qui lui bouffe le mamelon. Absolument, absolument. Ouais, c'est vrai que c'était assez. D'ailleurs, ça aussi, ça s'inscrivait dans une scène bien creepy as fuck. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Du coup, moi, ce que j'ai relevé aussi, c'est que apparemment, film ultra bien documenté, 5 ans de préparation. Basé sur des registres. Mais c'est son premier film, non ? Ouais, premier film. Ce qui du coup est plutôt bien, parce que franchement, faire ça comme premier film, ça reste quand même assez honorable. Parce qu'il envoie du... On en revient à la discussion qu'on avait eue la dernière fois avec Doug pour dire non, mais tu vois, il faut pas faire premier film, pas premier film. C'est-à-dire qu'il faut dire est-ce que ton film est bon ou pas. Donc clairement, là, c'est... Enfin, moi, je vais pas le trouver, je pense... aussi bien que ce que toi tu dis, mais je le trouve bien quand même, ce qui est ouf quand même pour refaire ça. Après, tu sens bien que toutes ces préparations, toutes ces recherches sur ce film, ça l'a fait chier parce qu'à la fin, il s'est quand même jeté des... Enfin, il a pas pu s'empêcher de mettre un petit encart avant le générique pour dire oui, tout ce film est basé sur des vrais discours et sur des vraies paroles, etc. Est-ce que c'est vrai ? Que... Ouh là là. Ouais, c'est ça. Je laisse planer les deux. Non, mais en gros, pour dire que... pour dire qu'il a fait ses recherches en termes de manière dont les gens devaient se comporter à l'époque. Ouais. Parce que c'est ça un peu qu'il a dit, ils sont basés sur des récits, des journaux et des contes du XVIIe siècle sur ces choses-là. Alors c'est pour ça que ça va poser la question du genre, parce que voilà, c'est marrant que tu parles de conte, parce que moi je le classerais plus dans puisque voilà, c'est titré quand même conte populaire, folk tale. Donc pour moi c'est vraiment un conte fantastique. Où l'horreur en fait vient ponctuer d'autres problématiques, et c'est pour ça que j'aimerais juste faire un petit retour sur déjà, petite remise en contexte historique, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce film, c'est un des gros points forts, c'est vraiment ce truc de rétablir la vérité, parce que du coup, quand on lit The Witch, tu vois, on pense Salem, on pense sorcière, et du coup c'est assez cool, parce que dans l'imaginaire collectif, tu vois, quand on parle de sorcière, on voit ces lycéennes américaines qui font une pyjama party, et qui font un peu de satanisme dans le... qui font du Ouija. Voilà. Et là, du coup, il y a un vrai truc de, attendez les gars, déjà c'est pas la même époque parce que Salem c'est un peu plus tard, et là alors qu'on est très début 17e. Et on est vraiment chez les pèlerins, chez les genre le Mayflower, c'est les premiers arrivants en Amérique. Et du coup c'est très intéressant parce que je pense qu'on a pas mal à dire niveau religion, et en fait quand ils arrivent le film s'ouvre sur un espèce de pseudo procès en communauté fermée où en fait en gros la famille qui consuit tout le film se fait plus ou moins exclure de la communauté, donc va aller s'installer seule. Et en fait, ça, sur plusieurs niveaux, ça marque ce que c'est que d'être américain. Et déjà, il y a une sécession sur plusieurs niveaux. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais pour faire vite, en gros, quand les premiers colons partent, il y a déjà beaucoup de soucis par rapport à ce que c'est la séparation par rapport à la séparation de l'hégémonie catholique en Europe, où il y a plein de gars qui partent aux États-Unis, donc pour fonder des espèces de pseudo-entreprises un peu différentes. Et donc là, il y a ces gens qui sont dans une communauté ultra puritaine et qui, alors moi j'ai lu quelque part soi-disant c'était des calvinistes, alors c'est pas très intéressant d'entrer dans les détails, mais tout ça pour dire que voilà, le film s'ouvre sur de la sécession et
on se sépare d'une hégémonie religieuse. Mais c'est important parce que justement, oui, bon, en fait, tu l'as dit. C'est en gros, ce sont principalement des protestants qui sont venus justement conquérir les terres nouvelles américaines pour être tranquilles et plus persécutés par les catholiques. Mais dans la religion elle-même et chez les protestants, il y a cette espèce de revenir à des choses pures et moins d'apparat que l'on pourrait trouver chez les catholiques. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas vraiment excommunié ou exilé. Oui, il s'excommunie lui-même. De ce village, il s'exile. Il s'exile lui-même. Parce que, alors, on le comprend un petit peu, c'est-à-dire qu'il considère lui-même que déjà cette espèce de village de pèlerins a déjà commencé un peu à se trahir dans leur religion. Donc tu vois, genre le mec qui est ultra puriste, en mode je suis venu ici pour vivre une religion maximisée en termes de pureté. Et non seulement le mec traverse l'Atlantique, donc en plus tu te dis au XVIIe siècle, genre une chance sur deux tu meurs, tu vois. Et non seulement il fait ça, mais même quand il est arrivé et qu'il est censé être en communauté avec les siens, bah, il se re-exile parce que... Ouais. Et en fait c'est assez cool parce que justement cet auto-exil là, comme ça a vraiment traduit cette espèce de multiculturalité qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis, de ces milliards de chapelles qui ont existé, de gens qui ont dit constamment bon, ça c'est pas cool, on va faire notre propre entreprise, on fait ça différemment. Voilà, notre propre église. Et il y a ça. Et l'autre truc que je trouve vraiment super bien, c'est tout au long du film, en fait, pour ceux qui vont voir le film, il y a vraiment un côté, voilà, il leur arrive plein de merde parce que bon, il faut savoir que c'est pour ça que je rapprocherai pas mal ce film de New World de Terrence Malick, où on voit vraiment ces pèlerins qui vraiment avaient la vie ultra dure, c'était la maladie, c'était la sous-nutrition, donc c'est vraiment des gens qui en ont chié, on va le dire clairement. Et ce qui est bien au niveau, ça c'est vraiment une doctrine puritaine, c'est la culture du mal omniprésent. C'est-à-dire que il faut, quand le mec à chaque fois il voit le mal partout, et notamment Satan, il faut savoir que chez les puritains, ce truc d'entretenir ça quotidiennement, c'est dans leur liturgie. C'est-à-dire que c'est une pratique courante de le moindre truc, on montre Satan, on montre... C'est le diable. Voilà. C'est le et diable ça, c'est pas... Voilà, c'est vraiment... C'est comme ça que ça se passait. C'est ça, comme ça que... Donc, du coup, c'est intéressant parce que moi, je savais pas que... Oui, à quel point ça collait là, ça colle vraiment. À leur façon de penser. Ça colle, ça colle vraiment, ouais. C'est cool parce que c'est très important, justement, dans la suite du film, parce que forcément, The Witch, donc la sorcière, donc on a besoin même de trouver le mal et le problème et l'origine de nos problèmes. C'est-à-dire que quand tu n'as personne à côté de toi, bon, bah, tu vas blâmer le diable, mais s'il y a quelqu'un qui lève un poil un peu trop haut, bah, tu te dis non mais c'est lui qui amène le diable. Et c'est vrai que c'est assez intéressant sur ce point-là. Voilà, du coup, il s'exile et en fait, il crée tout simplement sa petite maison dans la prairie, sauf qu'elle n'est pas si belle que chez les Ingalls parce que en gros, c'est la famine. Et le gars, il chope rien comme lièvre. Les récoltes sont moisies. Quand il n'y a pas de paille, il mange du bois. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud, C'est un peu la merde. Ils font cuire des cailloux. C'est un peu ça. Non, mais ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je disais une critique vraiment intéressante. Je me rappelle pas en gros, mais le gars disait une partie de l'histoire américaine qui est loin d'être épuisée. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment. On est très... c'est début. Là, on est vraiment dans des gros galériens, quoi. C'est-à-dire des gens qui... quand il y avait rien à bouffer, enfin quand ils avaient un truc à bouffer, du coup c'était les Indiens qui les attaquaient, enfin vraiment ça s'est fait dans la douleur, quoi. Donc ça c'est cette douleur qu'ils ont à essayer de vivre, c'est un truc qui est vraiment ultra fidèle à l'histoire, et ça c'est vraiment intéressant. Du coup j'avais... Oui, vas-y, continue. Non, alors du coup moi je voulais enchaîner sur l'imagerie du conte, en fait. Juste une petite sans transition là par rapport à The Witch, parce que du coup ce qui est cool c'est que bon, on va voir que donc tu disais qu'il y a cette famille et le bois qui est juste à côté de leur ferme, en fait il y a une espèce de présence maléfique, en fait, qui on s'aperçoit vite que il y a peut-être une sorcière. Bon, je sais pas si tu je sais pas si tu spoil, je sais pas si on va spoiler ou pas. Ah mais spoil, on va spoiler. Bon, on doit parler du film, surtout que là dans ce film la fin elle est très importante pour justement éclairer tout le
Et du coup, tout ce qu'il a voulu dire, quoi, parce que c'est presque que ça qui est important. Donc The Witch, alors The Witch, la sorcière en anglais, hein, pour ceux qui le découvriraient. Je suis professeur d'anglais, donc faut le dire. Et donc The witch is in the kitchen. Where is the witch? Donc image de la sorcière type image contre russe, genre comment c'est Baba Yaga, ouais, voilà, l'image russe, c'est cette sorcière, le croque-mitaine, voilà, c'est-à-dire Baba Yaga, donc vraiment la sorcière toute fripée, le nez crochu, enfin vraiment l'imaginaire de la meuf de rec, quoi. Voilà. Le truc, genre si tu la vois, tu te pisses dessus. Si tu la vois, tu te pisses dessus, et c'est assez bien fait parce qu'elle est vraiment sordide, quoi. Elle a vraiment mais c'est ça qui est bien, et c'est pour ça, et tu vois, l'esthétique de ce film est d'autant plus travaillée parce que comme tu disais, les décors, etc., mais aussi même ce qui est censé être le surnaturel est très réaliste, c'est-à-dire qu'en fait c'est juste une vieille femme dégueulasse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste tu pourrais très bien te dire non, c'est pas une sorcière, c'est juste une vieille femme dégueulasse. C'est juste ma voisine, elle est dégueulasse. Voilà, ça. Exactement. Et du coup ça rajoute de ce malaise en tant que spectateur, parce que t'es là, tu fais c'est sale, tu vois. Et bon, encore plus quand elle commence à parce qu'on te fait comprendre qu'elle pilonne quelque chose, en fait elle pilonne le corps du bébé, quoi. Voilà, c'est ça. Pour se faire et du coup, là où c'est vraiment intéressant, c'est que dans l'imaginaire de Baba Yaga, c'est vraiment, dans ces contes russes là, c'est vraiment une sorcière qui va aller voler des bébés et les manger, clairement, quoi. Donc du coup, on est vraiment dans ça, où on comprend qu'elle a vraiment fait une espèce elle a passé le bébé au blender en mode gourmand croquant, et puis elle s'en est fait une espèce de crème Nivea, comme tu disais. Et là, c'est vraiment, on est vraiment dans du conte. Parce que surtout que ces pèlerins là, qui viennent, alors eux en l'occurrence ils viennent d'Angleterre, mais il y a tous les trucs anglo-saxons en général, que ce soit les Hollandais, les Allemands, où en gros c'est tous les contes à la Hansel et Gretel qui sont amenés dans ce pays-là, et donc forcément dès qu'ils se retrouvent face à l'adversité, c'est vers ça qu'ils se retrouvent, en fait, dès qu'il y a un problème. Bon, en l'occurrence là le problème est réel. En fait, encore une fois, j'ai l'impression que je vais avoir un peu de mal quand même à parler de ce film, parce que vraiment, peut-être que ce que j'aurais préféré, moi, dans ce film, même si la présence démoniaque, elle est amenée assez doucement, et elle est assez bien amenée. C'est-à-dire que certes, il y a cette première scène-là de « je bouffe un bébé », mais après, dans la famille, je me régale. Dans la famille, c'est insidieux, tu vois, ça arrive petit à petit. Et tu sais pas si c'est vrai, tu sais pas si c'est juste de la paranoïa entre les personnages, etc. Et en fait, je trouve que en fait, j'aurais aimé peut-être encore plus d'ambiguïté. Vraiment ne pas avoir peut-être cette scène de début et me demander mais qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé ? Est-ce que ce serait pas l'héroïne de ce film, donc Thomasine, la fille, la grande fille de cette famille, à qui justement on blâme la perte et la disparition de ce bébé. Et j'aurais bien aimé arriver dans une ambiguïté telle que je me dirais, mais en fait peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'elle s'imagine des choses, etc., tu vois. Alors que clairement on te fait comprendre que non, c'est un vrai film d'horreur. La folie, c'est un sujet de fond, hein, dans le film. C'est clair que et c'est assez intéressant, parce que j'ai vu une interview de Eggers, et donc qui dit et quand tu le sais, c'est assez cool, que voilà, dans ses références clés, il y a Kubrick et il y a Shining, et si tu prends les thématiques de Shining, qui sont la folie, une famille qui se détruit, qui implose complètement, on retrouve du Shining dans ce film, je trouve. Et d'ailleurs, il y a des références assez marrantes. Il y a au tout début, quand tu vois la première fois que tu vois Black Phillip, qui est le bouc un peu maléfique, qui est selon les enfants possédés par le diable. La première fois que tu vois le bouc, en fait, il y a les deux enfants qui se tiennent la main, et ça ressemble étrangement aux deux jumelles de Shining. Vraiment, c'est la même chose. Totalement. T'as le
format aussi, il utilise un espèce de ratio, tu sais, qui c'est pas du 4/3, mais t'as vu, c'est un peu rogné sur le côté. Donc je sais pas si c'est innocent ou pas. C'est pas du. Ouais. C'est pas je sais pas si c'est innocent. Et puis t'as Lash, évidemment, hein, le mec avec ses cheveux longs, un petit peu à la Jack Nicholson, qui fait un petit peu le fou, quoi. Un peu le fou. Surtout que oui, à un moment, il pète vraiment Du coup, je savais. Et il menace de tuer les membres de sa famille. Donc vraiment gros clin d'œil. Franchement. Donc je sais pas si c'est le fait de il y a Lash, mais il y a Coupé du bois. Alors est-ce que c'est du Charles Ingalls? On sait pas. Voilà, il y a ambiguïté là-dessus, si c'est sur du soap opéra classique ou voilà. Donc Shining, ça me paraît super important, notamment sur ce truc de la folie. C'était vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cool, les gens qui se perdent dans leur espèce de croyance, ils voient le mal partout, et puis du coup, ça finit par se casser de tous les côtés, quoi. Alors, parce que voilà, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a, après la disparition du bébé, on a forcément la mère qui est totalement en pleurs, puisqu'elle vient de perdre son bébé, et qui en veut forcément à sa grande fille qui était responsable de son petit frère, mais qui n'a pas été capable de le ramener à la maison, tout simplement. Ouais. Et s'ensuit des discussions entre les parents du besoin en gros d'amener leur fille en ville parce qu'elle est en âge, en gros on te fait comprendre qu'elle a ses premières règles et qu'elle est en âge de procréer, qu'il faut la donner, entre guillemets la vendre à une autre famille, pour que voilà, tout simplement elle soit la future femme de quelqu'un d'autre. Conversation qu'elle entend et que le frère aîné entend également. Caleb qui d'ailleurs commence à sentir un petit peu opprimé sexuellement dans cette maison. Il ne voit personne que sa sœur. Il y a de gros clins d'œil incestueux où à chaque fois qu'il lorgne un peu les miches, comme on dit dans le jargon médical. Les loches. Et je pense que c'est un peu ça aussi le truc sous-jacent de cet exil qu'on veut imposer à la fille. C'est qu'en gros, elle pervertit aussi son frère, donc barre-toi. Avant même qu'il y ait d'autres problèmes, c'est-à-dire avant même qu'elle et lui partent en expédition dans les bois. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup ce film une discussion sur c'est un film féministe en fait, je trouve aussi. Clairement. Parce que en gros c'est la sexualité de la femme et la sexualité naissante donc du personnage principal que l'on va mettre en cause pour tous les maux de la famille. Alors je suis assez d'accord. Encore une fois, le truc religieux de Ève qui a croqué la pomme. Et d'ailleurs, justement, il y a pas mal de références aux pommes. On est parti chercher des pommes, des conneries comme ça. Je suis assez d'accord pour la lecture féministe, d'autant que le premier plan du film, c'est Thomasine qui est habillée comme un homme, en fait, qui est habillé avec tout l'attirail calviniste, le grand chapeau. Donc vraiment, on a un bonhomme qui va tenir le film sur les épaules. Et il y a eu beaucoup d'ailleurs de commentaires comme ça par rapport à l'épisode des sorcières de Salem, où en fait on a interprété ça comme dans une société ultra patriarcale, en fait le moyen de une espèce de peur de se faire un petit peu déborder par les femmes, et du coup on les brûlait parce que du coup elles prenaient un peu trop le pouvoir. Donc il y a ça aussi dans le film, c'est-à-dire qu'on a l'impression que à chaque fois que Thomasine elle essaie de s'élever, et ben du coup finalement elle se retrouve rabaissée par ce truc du diable, de Satan. Et quand vers la fin du film, finalement, quand il y a une espèce de carnage à base de coups de corne, là finalement il y a ce plan qui est assez cool où elle rentre et elle enlève sa robe, en fait, c'est-à-dire que vraiment il y a une espèce de libération où enfin elle enlève sa robe et enfin un peu se tasser, enfin un peu dormir, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette espèce d'idée d'oppression permanente pour le sexe féminin, quoi. Ça c'est clair, ça je suis d'accord. Parce que le gros truc du personnage de Thomasine, c'est quand même c'est quand même aussi une grande question de foi, de la foi religieuse, parce que au tout début, on la voit aussi prier, et elle prie sincèrement. Sauf que, et c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que elle n'a jamais de retour de quelque chose de divin.
Ouais. Dans le sens où elle fait toutes les choses comme il faut, sauf qu'elle s'en prend plein la gueule, Ouais. tu vois. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ce personnage qui, en fait, va se faire accuser par ses parents de sorcellerie sur le fait que son petit frère, enfin ses 2 petits frères aient disparu, Ouais. puis sont revenus, puis ses deux autres frères et sœurs commencent à agir bizarrement, et en gros, grosse crise paranoïaque slash religieuse des parents qui commence tout simplement parce que Thomasine avait fait une petite blague à ses frères et sœurs à un moment quand ils étaient dans les bois, Ouais. parce qu'elle les faisait, il la faisait chier. En gros, elle a dit oui, c'est moi la sorcière, je vais te manger si tu te barres pas. Ouais. Et le fait d'avoir répété ça lorsque ils ont récupéré son petit frère qui était dans un état catatonique, ça a totalement déclenché des peurs démoniaques et religieuses chez les parents. Et pour moi, ça, par exemple, c'est pour ça que je souligne toujours mon envie de voir un film, mais avec presque, en tout cas au début du film, moins de vraie sorcellerie, moins de magie. Enfin, ça va être bizarre parce que c'est pas qui en est, mais moins d'évidence en tout cas dans le fait qu'il y a une vraie sorcière. Ouais. Si je veux ça, c'est que moi, la scène où justement c'est des espèces de quiproquos, de choses que j'ai dites à cet enfant qu'il est en train de répéter et que ça rentre dans l'esprit des parents pour qu'au final on me traite de sorcière et qu'on va peut-être me tuer sur un quiproquo. Ouais. Je trouve que c'est génial parce que tu vois la paranoïa, comment te monter le bourrichon Ouais, toi-même sans ouais. qu'il y ait En un 2 événement secondes. extérieur qui se crée, tu Ouais. vois. Et ce qui est très drôle. Surtout que le Ouais. gosse, genre, il revient Ouais. juste parce que il sortait des bois, il était Ouais. tout nu, tu vois. Tout aurait pu s'expliquer totalement logiquement et finir quand même par une espèce de meurtre horrible, de je tue ma fille parce que je crois Ouais. que c'est une sorcière, alors qu'en fait pas du tout. Elle a juste dit une connerie à son petit frère. tu Et vois, juste pour un rebondir certain- par rapport à ce que tu dis, c'est super intéressant, d'autant plus que le double niveau de lecture est cool là, parce que tu sais encore sur ce truc de dire non les gars c'est pas vraiment un film sur Salem, quand ils en arrivent à la famille, parce que bon ils se disent bon elle commence à casser la tête, il y a 2 gosses qui sont morts, enfin c'est peut-être une sorcière, enfin c'en est peut-être une quoi. Et en fait ce qui est super Ouais. c'est que le plan, il y a une espèce de transition où en fait il est en train de taper du bois et on se dit il va la brûler. Franchement, on se dit Oui. il va la brûler, Ouais. et là il y a un truc de dire mais non en fait on va pas la brûler, on va juste l'enfermer, tu vois. Je trouve que c'était assez cool ce truc de jouer Oui. avec Non mais la sorcière qu'on va brûler en fait. après, non, quoi. ceci dit, il y avait un gros, surtout qu'il fait que couper du bois ce personnage, donc c'est vrai que ça aurait été facile de la brûler, mais clairement, il y avait le spectre de ça, hein, le spectre du bûcher, hein, parce que Ouais. par contre, il y a un truc qui existait énormément chez les protestants et justement dans cet endroit-là, mais c'était plutôt voilà, notamment en Hollande, etc., chez les luthériens ou toutes ces conneries, c'était brûler des gens au bûcher. Et alors que autant à Salem ça se faisait justement pas forcément. Et par contre là tu sens le spectre de on peut très vite te brûler si on décide de te ramener au village comme le père avait dit vouloir le faire, c'est-à-dire qu'en gros il l'enferme avec les deux autres gosses parce qu'il est vraiment pas sûr que de qui a été imprégné du diable. Ouais. Mais dans son esprit, et je pense, tu me diras si t'as pensé pareil, dans mon esprit c'était le lendemain, on emmène tout le monde au village et il y a de très grandes chances qu'ils se fassent tous brûler, quoi, les Petit gosses. prix de groupe, enfin il y avait moyen de faire Voilà. de En négocier. plus, surtout ouais. s'il amène lui-même le bois. Ouais, franchement c'était tout le monde gagnant quoi, franchement ouais, j'avoue. Et moi, ça m'a vraiment fait super vibrer ces scènes-là. Ouais. Parce que j'adore ça, j'adore le fait de se dire. J'adore mon voir Dieu, les gens se faire personnages brûler. J'adore voir les gens se rendre fous, mais sur rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. là, la sorcière, elle était chez elle, elle se faisait un petit café de bébé, là, tu vois. Et elle avait rien fait. Et les mecs, ils s'auto-géraient en s'entretuant presque, tout seul. Ouais. Sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Ah mais ça c'est. Et bon,
Il se trouve que ensuite, par contre, elle revient et elle revient sèchement, quoi. La sorcière, parce que et c'est là qu'on voit la scène super creepy de la mère de famille qui, dans un délire nocturne, voit ses deux fils qui sont censés être morts. Être de nouveau là, vivant. Elle donne le sein à un fils, mais en fait, tu te rends compte qu'elle se fait becter le téton par un corbeau. Et elle a l'air d'aimer ça en plus. Hein. Ça a l'air. Ouais, complètement. Ouais. Et elle va se recoucher en plus. Oh, juste après. ouh, dis donc. Tu remarques tranquillement. Ouais. Et bon, bref. Bon, après, et le gros massacre de la famille. En gros, le père se fait tuer par le bouc qui, maintenant, clairement, on s'aperçoit que c'est quand même c'est quand même le diable, tout simplement. Ouais, on va dire que ouais. Et à partir de... Dès que le père meurt, là, ça commence à devenir très, très symbolique parce que il ne reste plus que la mère qui était la première à vouloir incriminer Thomasine, donc l'héroïne, qui était la première à vouloir lui dire, en gros, réprime ta sexualité parce que... Ouais. Et c'est vraiment le stand-off entre les deux personnages, genre tu ta mère pour devenir toi-même une femme émancipée, en fait. Ouais. Parce qu'au final, ça en vient là. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Tiens, c'est marrant parce que pour revenir sur l'imagerie des contes, j'ai discuté avec un collègue à moi, on était assez d'accord pour dire que en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais on est sur du Hansel et Gretel avec Thomasine et Caleb qui sont un petit peu à porter le fardeau de leurs parents, quoi. Et en fait, la fin, je sais pas si t'as vu, mais je sais pas si t'as vu les grosses bottes du mec qui a une allure de pirate un peu dans son. Voilà. Et là, clairement, pour moi, c'est du Barbe Bleue. Hein. On est sur. Je sais pas si tu vois mais dans Barbe Bleue, en fait, ce qui se passe, c'est que Barbe Bleue, il est marié avec une jeune femme. Et en fait, quand il est marié avec une jeune femme qui a accès à toutes les pièces du château, sauf une, qui est en fait un donjon de torture. Et là, clairement, quand en fait Thomasine est invitée à rentrer dans cette chambre et qu'il y a ce mec avec ses grosses bottes là on est clairement, je pense, sur du Barbe Bleue avec, en plus, elle est toute ensanglantée. Il y a un côté un peu voyeur, un côté limite un peu pédophile qu'on retrouve beaucoup dans les contes de Grimm. Donc là, encore une référence. On n'a pas cité celle du Chaperon Rouge aussi, mais vraiment c'est très présent. Oui. Hein. Que des contes. Ouais. Parce que oui, c'est la scène dont tu parles, c'est la scène où justement le frère Caleb est perdu dans les bois et il se retrouve devant cette maison de la forêt et sort la sorcière, mais la sorcière pas en mode dégueulasse, en mode plutôt bonasse, en mode plutôt ultra bonasse, avec justement une cape rouge. Donc voilà, clin d'œil à Chaperon Rouge. Et oui, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour te dire, parce que quand on le voit apparaître, ce personnage d'espèce de Barbe Bleue, comme tu dis, elle s'adresse au départ dans cette scène au bouc. C'est-à-dire qu'elle s'adresse au bouc et enfin elle a sa réponse religieuse. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu la réponse de Dieu, mais là elle a la réponse du diable. Oui, bien sûr, ouais. Donc quelque part le choix est facile. Maintenant qu'elle n'a plus rien qui la rattache à quoi que ce soit d'autre. Au passage, un bouc, avoir cette voix qui lui répond. Un bouc très convaincant niveau acting, hein, et puis paraît-il, il n'y a aucun trucage, ce sont des animaux dressés, hein, que ce soit le cheval, le corbeau, le bouc. Donc du coup, on a du bon acting de la part du bouc, alias Satan. On a. L'Oscar peut-être, je ne sais pas. Voilà. Peut-être un Oscar. Petit bouctard du rire pour la fin. Pour sa corne droite. Et en fait, oui, dès qu'elle parle à ce bouc et dès que elle entend la voix qui lui répond, et en fait, on comprend que c'est le diable qui prend tout simplement plusieurs formes différentes, puisque là, on a le Barbe Bleue. Une voix très suave, très sensuelle, mais bien samplée. Et avec une espèce de réverbération aussi bien creepy. Elle était très très jolie, cette voix. Moi, je trouve qu'elle était super bien travaillée. C'était pas mal. Et le personnage donc qui marche autour d'elle un peu comme pour la juger, la jauger, effectivement, peut-être aussi plein d'une espèce de sexualité bizarre, de pédophilie, comme tu as dit, parce qu'elle est censée avoir, je pense, je sais pas, 13 ans, un truc comme ça, autour d'elle. Et
voilà, même si elle vient d'assister au meurtre de toute sa famille par le diable, tout simplement, c'est quand même vers lui qu'elle va se diriger. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est... et je pense que tu as raison de parler de tous ces clans religieux qui se sont créés en Amérique. Parce que je crois qu'au final, tout ce film, ça l'explique très bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui me va pas, ou dès que je me rends compte qu'il y a un clan qui va peut-être mieux me recevoir, c'est l'esprit tribal de l'être humain de se dire, mais en fait, si j'ai plus personne, je veux avoir quelqu'un d'autre. Et s'il y a quelque chose qui ne me va pas totalement, je peux toujours en créer une autre. Ouais, bien sûr. Et voilà, elle finit par rejoindre le clan des sorcières. Comme tu dis, elle se met nue pour se libérer. Et dire je serai ma propre femme. Ou des Indiens, on en reparlera quand tu parleras de la fin, mais là, la fin, ça a un côté païen qui rappelle la cohabitation avec les Indiens qui a été très dur au début. Et voilà, on peut en reparler un peu plus tard parce que tu avais prévu de parler de la fin. Oui. Mais il y a ce côté païen aussi dans le film. De toute façon, j'étais arrivé sur ça. Ouais, il y a ce côté païen, et c'est assez intéressant parce que du coup, assez récemment, on a vu dans The Revenant, il y a le côté indien un peu guerrier qui est décrit, et là pour moi j'ai vraiment vécu ce truc comme la cohabitation avec ces Indiens qui faisaient un peu leur sorcellerie, leur magie dans les bois, et ça a été une cohabitation vraiment qui a été douloureuse aussi, quoi. Et il y a des histoires aussi qui se recoupent d'enlèvement d'enfants, où il y a des récits assez chauds d'Indiens qui venaient massacrer des familles isolées qui prenaient leurs enfants, ça existe aussi. Donc du coup il y a peut-être un peu de ça aussi là-dedans, ce truc païen. Après bon, pour moi il y a aussi le folklore totalement répandu, tu sais, des Wiccans, des machins, en gros des sorcières, tu sais, qui ont justement forcément un lien avec les choses païennes, parce que c'est impie de penser comme elles. Après, je sais pas justement si ça a un lien, si ça peut avoir un lien aussi avec la... Bon, clairement, ça en a forcément un avec les Indiens, dans le sens où ce sont censés être des gens plus proches de... leur nature même aussi. Et là je vais dire un truc super farfetch, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais tu sais ce qui m'a conforté dans ce truc indien, c'est que le gars, vraiment je te dis, il est obsédé par Shining, et dans Shining t'as aussi ce truc des Indiens qui hantent la place avec la forêt, enfin il y a vraiment ce truc qui est omniprésent, et donc je me dis tiens, pourquoi pas, est-ce qu'il n'y a pas ce truc païen d'Indien qui hante la forêt à côté, peut-être, je sais pas, c'est une idée balancée comme ça. C'est possible aussi, parce que comme on disait, ce film, ça peut être aussi l'allégorie de la naissance des différentes factions religieuses protestantes aux États-Unis, mais ça peut aussi, on peut effectivement aussi voir l'extermination, en tout cas la relation difficile qu'il y a eu avec les Indiens. Parce que justement on ne les voit pas dans ce film. Bien sûr, non, on les voit pas du tout. On voit, il y a pas du tout de référence à quoi que ce soit. Non, voilà, bien sûr. Ouais, mais donc du coup c'est une suggestion qui peut être faite, et du coup par rapport à ça aussi, encore une fois, cette douleur, tu sais, alors c'est marrant parce que j'ai pensé à toi, parce que tu sais, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais raconté, tu sais, ce truc des recherches récentes par rapport aux champignons là, je sais pas si tu peux reparler de ça. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, il semblerait que les dernières... Enfin, il y a quelques études scientifiques qui viennent de sortir qui viennent de prouver qu'il existe certaines formes de levures qui peuvent donc être utilisées pour du pain, etc., qui sont psychotropes et qui peuvent engendrer une certaine paranoïa. Et il se trouve que certaines personnes ont émis l'hypothèse que justement, à Salem, mais donc là, ce serait plutôt en 1800 quand ça s'est passé, début 18e. Que dans ces coins-là, il y a eu ce problème en gros de levure, parce qu'en gros quand tu fais du pain, tu utilises aussi la levure du pain que tu avais fait avant, etc. Et qu'il y ait pu avoir cette levure dans un certain endroit, dans un certain village qui a pu faire ça, et augmenter la paranoïa des personnes qui l'absorbaient parce que c'était psychotrope. Et donc voilà, engendrer encore plus de facilité. Alors dis-toi que quand en plus t'as une espèce de facilité d'ancrage des choses démoniaques chez quelqu'un qui est juste un fanatique religieux, si en plus tu lui donnes un petit coup de pouce à base de champi, si en plus tu le sponsorises, c'est clair que ça devient chaud, quoi. Mais
Mais c'est vrai que même si... Alors c'est assez intéressant parce que c'est dans l'interview que j'ai vue de lui. Alors lui, il est très agacé quand on lui parle de ça parce que le journaliste lui pose la question, lui dit au fait, les champignons, levure, tout ça. Il dit ouais, mais... Ah, mais ils lui en ont parlé de ça? Ouais. Et en fait, il y a le journaliste à un moment qui lui d'accord. dit, parce qu'évidemment, il embraye sur, voilà, ils avaient rien à bouffer, enfin, ils devenaient complètement ouf, quoi, ils étaient sous nutrition. Oui, d'accord. Et il dit, ah ouais, au fait, le truc des champignons là. Et là, le gars, donc le réalisateur, assez agacé, il dit, non, mais je veux pas en entendre parler, quoi. Et c'est assez marrant parce que du coup, c'est un petit peu ce truc de agaçant quand t'amènes une réponse scientifique à un truc fantastique, quoi, tu vois. Et du coup, voilà. Il a rejeté ça comme ça. Oui. Ah oui, scientifique aux choses que tu peux voir, enfin que le personnage peut voir comme fantastique. Voilà. Non, moi j'aurais dit encore une fois, ce serait pour le comportement ultra violent de certaines personnes, mais l'histoire nous a montré que de toute façon il n'y a pas besoin de champignons pour, tu vois, pour brûler des gens. Exactement. Spécialement chez ces gens-là, parce qu'il y a un truc qui s'appelle, je vous conseille, mais à tout le monde, c'est un podcast qui s'appelle Dan Carlin's Hardcore History. Et un épisode qui s'appelle Prophets of Doom qui parle de sections luthériennes protestantes de voilà, je sais pas, en 1500 et quelques, et il parle de ce qui s'est passé dans la ville de Munster, où en gros c'est une ville où pour la première fois il y avait eu plus de protestants que de catholiques, et à quel point les gens, par juste l'avidité du pouvoir et leur démence propre, en gros, ont commencé à être ultra violents envers les gens qui n'étaient pas des leurs, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ouais. Au début, c'était envers les autres catholiques dans la ville, mais au bout d'un moment, c'était envers quiconque n'était pas totalement d'accord avec ce qu'ils disaient. Et eux, c'était genre bûcher sans problème. Bûcher parti, quoi. Ouais, ça c'est bonfire. Et là, il y avait zéro champi. Ouais. Ah ouais. C'était là, il y avait zéro champi, quoique maintenant, je pense que tu peux toujours en acheter à Amsterdam. Et du coup, juste parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette énonciation théâtrale qu'il y a tout au long du film, où ça marche assez bien. Voilà, on est vraiment sur un truc fidèle à de l'anglais shakespearien. C'est pas trop, c'est juste un peu de thou art, tu sais, des choses comme ça. Je trouve que ça marche assez bien. Je trouve que ça marche. Enfin, moi, j'ai pas du tout. En fait, j'y crois, j'y ai cru dès le début. Parce que c'est fait avec sensibilité et subtilement. Parce que tu vois, moi par exemple, j'ai pas du tout aimé le Macbeth avec Magneto, là, comment ça s'appelle Michael Fassbender et Marion Cotillard. Parce que dans ce film-là, c'était assez conceptuel, parce que là, il y avait vraiment une volonté à utiliser le texte original. Et de diction. Et t'as une fracture, parce que clairement, tu comprends pas. C'est du vieil anglais, donc tu comprends rien. Là, il y a juste ce qui est cool, c'est qu'il y a ce truc, ce soupçon d'authenticité qui vient un petit peu te baigner dans l'ambiance, donc il y a un truc authentique que j'ai bien aimé. Et dans la mise en scène, là, petit clin d'œil à mon pote Arnaud, là, pour le petit cadrage, il y a beaucoup de gros, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de monologues, beaucoup de soliloquies, tu sais, où tu vas avoir des personnages qui vont partir dans des tirades. Et ça, c'est marqué par des gros plans qui les isolent sur les dialogues des autres personnages. Et par exemple, quand tu as Caleb au passage qui joue super bien, moi je salue la performance des gamins, c'est assez fou. Tu parles de la scène où il est au lit. Ouais, ça c'est assez incroyable. Et en fait, il y a sa mère qui en fait elle dit My son is dead, tu sais, puis vraiment c'est cette façon de s'exprimer là, c'est vraiment un truc qui est typiquement c'est très théâtral, quoi. Et ça, j'ai vraiment aimé ce truc assez minimaliste, cette scénerie assez minimaliste, j'ai bien aimé ça, quoi. Ouais. Après mais encore une fois, vraiment c'est tellement bien fait que c'est pas choquant, parce qu'en fait tu te dis c'est plausible, c'est totalement plausible. Un personnage qui dit ça, qui réagit comme ça. Et oui, non, juste effectivement, parce que tu m'en refais penser, et quand je le regardais il y a à peine 1 heure et quelques, je me disais cette scène elle est vraiment géniale. C'est le gosse, à un moment il part dans un espèce de monologue sur une prière, en fait, tout simplement sur une prière, et je crois que, alors t'as beau comprendre que des bébés sont broyés ou ce que tu veux, des gens se font empaler par un bouc, mais je crois qu'il n'y a rien de plus flippant que juste cette scène d'un gosse
à moitié nu, allongé Ouais. sur un lit, qui d'un coup se relève tout en disant Jésus, mon sauveur, machin, comme ça. Il le fait tellement bien. Tu te dis. Est-ce que c'est pas juste Enfin, un. c'est Jesus Camp, Ouais, franchement. mais c'est juste. En fait, ce qui est cool, c'est que. Enfin, ce qui est cool, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste un sermon religieux, en fait. C'est pas vraiment. Oui, oui, c'est ça. Le gars est pas fou, Mais il est juste. C'est une prêche, quoi. Ah Tu oui, vois, oui. c'est assez fou. Il répète ce qu'on lui a répété Ouais. depuis sa naissance, Ouais. quoi. Tu vois, il ne fait que répéter sa prière. Mais sauf qu'il le fait mais avec une Ouais. ferveur si incroyable. Et voir un gosse de, je sais pas, 6-8 ans de faire ça, tu te dis, putain, Ouais. c'est super zarbe. C'est vraiment flippant. Et c'est marrant parce que du coup moi parce que voilà je vais bientôt me marier et par rapport à mon mariage Félicitations j'ai été amené à fréquenter des gens qui vont à la messe tous les dimanches et moi je suis convaincu que ces gens seraient terrifiés par ce film parce que je pense que les gens qui ont la foi et chrétiens pratiquants là dans ce film ils ont vraiment touché du doigt un truc qui ferait mal aux chrétiens je pense, c'est-à-dire dans le sens où c'est typiquement le mal incarné dans ce film est typiquement un truc qui a été très bien géré dans ce film, tu vois, ce truc du bouc là, moi je trouve c'est moi je suis convaincu que les gens que j'ai fréquentés là seraient terrifiés par ce film et du coup ce qui est cool aussi parce qu'on parle un petit peu de la réception par rapport aux réceptions religieuses, je suis tombé par hasard sur un truc qui s'appelait genre are Christians going to be afraid of the witch, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'était trop marrant parce que du coup, je m'attendais à voir des gens dire oh mon Dieu, il faut exorciser ces gens, tout ça. Et en fait, à l'inverse, c'était des chrétiens qui disaient que justement, en gros, les protagonistes du film étaient ce qu'ils appellent, ils le disent dans le film, des false Christians, tu vois, un peu des espèces de chrétiens, des mauvais chrétiens. Et du coup, ils avaient un peu ce qu'ils méritaient, quoi. Et en fait, il le dit au tout début. Mais pourquoi? Mais qui disait ça? C'était des gens catholiques, des gens protestants? Non, c'était des Américains protestants croyants qui, en fait, il y avait eu une espèce de thread, une espèce de discussion sur un site. Donc c'est pour ça que je suis tombé dessus parce que j'ai cliqué sur un lien qui s'appelait, c'était un article d'un espèce de prêtre qui du coup faisait des chroniques sur des films de ce style, genre L'Exorciste et tout. Putain, t'as trop fait des recherches. Ouais, ah ben non, moi je fais ça bien. Hein. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a une espèce de forum où il y a des gens qui arrivent, qui donnent leur avis en disant oui, dans la Bible, il est dit que, et c'est l'ouverture du film, hein, celui qui s'exile de la communauté doit s'attendre à s'exposer au mal, tu vois. Au retour de bâton de Dieu. Donc quoi. clairement, on est dans ça, puisque le gars s'exile et vraiment ce qui est normal, parce que le but de la religion, c'est de pouvoir sceller le clan, quoi. De pouvoir avoir le max de monde dans ta religion et forcément, t'es obligé de punir les personnes qui veulent s'en aller. C'était intéressant de voir ces gens se dire... bonne petite critique quand même de la religion par une mini-scène aussi où le fils Caleb remet en question le fait que son petit frère qui a disparu, donc un bébé, n'a pas encore été baptisé. Ça y est aussi. Mais ils sont dans les bois et il demande à son père, mais je comprends pas, ça veut dire qu'il va partir en enfer alors qu'il a rien fait. Et moi, si je meurs aujourd'hui, est-ce que tu vois, en gros, les questions dès que tu as 6 ans, tu peux te les poser et lui il les pose et sans aucun frein à son père qui lui dit de fermer sa gueule en gros parce que il a pas les réponses en fait tu vois et cette scène moi je la trouve bien parce que en fait ce flot de questionnement s'arrête sur une question totalement terre à terre de où est le piège à lapin ou un truc comme ça tu vois tu rentres dans un truc super théologique plus, hein. Le père il a dont il n'a pas la réponse non plus mais c'est genre tu vois, tu rentres dans des questionnements théologiques d'un gosse qui challenge l'autorité religieuse et qui dit non mais je comprends pas, t'es en train de me dire que ce qu'on croit depuis le début ça fait que moi si je meurs maintenant je vais en enfer alors que j'ai toujours fait blablabla ceci ou cela et mon petit frère etc et bam d'un coup tu te rends compte que en fait personne ne veut ces questions là
et tout ce qu'on veut, c'est aussi de te les faire oublier par les vraies questions que tu vas te poser maintenant. C'est qu'est-ce que tu peux manger et où est la bouffe, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est assez, ouais, c'est assez intéressant. Et puis au passage, tu soulignes bien que le père, c'est un peu un loser quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est le mec qui n'arrive pas à Ouais, faire c'est marcher totalement son loser. fusil, il perd son cheval. Enfin, c'est le gars qui était censé, porter sa famille et qui finalement, il finit en cornet salement dans de la boue. Enfin voilà, c'est assez chaud. Ouais, après... Non, mais oui. Ouais, donc Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi un truc de dire mais meuf, prends ta vie ouais, prends ta... en main, quoi. ouais, ouais. C'est-à-dire que arrête de penser que une seule personne, Ouais. en l'occurrence C'est l'homme ça. de la famille, va faire des trucs. Prends-toi en main C'est-à-dire qu'à un certain moment, prends-toi en main et montre-nous tes boobs. Voilà. et va voler avec tes copines autour d'un feu de camp. Merde. C'est ça, fais quelque chose de ta life, quoi. En gros, c'est ça. Truc intéressant C'était aussi. c'était un EVJF, je crois. Alors... C'est ça. C'était le but, c'était après grosse, on se partage barbe bleue autour d'un petit feu. Ouais, c'est un Ça peu a coupé avant, mais il y avait une meuf nue qui allait arriver avec j'ai vos burritos. c'est ça. Morito, champi, enfin il savait faire la fête, hein. Franchement à cette époque il savait vraiment faire la fête. Ouais. Tiens, puisque t'es sur ça là, je repense au Book qui vraiment, je le dis, joue très très bien, gros acting bouquetin. Et dans l'interview il dit un truc qui est assez cool, c'est que en fait Le Book le Book, ouais. Ouais, il est en interview avec Eggers et il mâche pas ses mots d'ailleurs. Si c'est voilà, il mâche pas ses mots et il y a un truc qui est cool, c'est que on a l'impression, enfin non, c'est assez vrai. Dans la mythologie christique, satanique et tout, ce truc de la chèvre revient souvent, mais dans du visuel européen en fait. Et en fait, il explique qu'il y a le gars est fan de peinture et il explique qu'il y a des tableaux de Goya qui s'appellent Sabbath où tu as des scènes, espèces de scènes où tu as des gros bouquetins bien noirs, bien sataniques. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ce visuel-là n'existe pas aux États-Unis. Donc ça peut être interprété comme un espèce de mal que les Européens ont mis sur leur bateau et qu'ils ont amené aux États-Unis avec eux. Oui, qu'ils ont amené. Voilà. Oui. Donc c'est un petit peu voilà. Le mal, voilà. Le mal aussi de la religion et le mal de la façon de faire européenne. Et on en revient aux Indiens dont on ne parle pas, mais qu'on sait on sent exterminer. on les ressent. Ouais. On sait qu'en gros c'est la nature, c'est-à-dire en tout cas la voie, on va dire plus naturelle, ou en tout cas plus proche de la nature de la vie humaine, qui va être exterminée par ce qu'amènent les Européens sur ces nouvelles terres. Absolument. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé, c'est-à-dire que au-delà d'être un film qui a été étiqueté comme film d'horreur épouvante, ce qui vraiment se justifie, moi je l'ai plutôt pris comme un conte populaire. Encore une fois, c'est dans le titre, Folk Tale of New England. Ouais. Un conte populaire vraiment d'une traversée vraiment dure d'une famille qui vraiment une famille américaine vraiment typique qui s'est vraiment fait manger par son environnement, quoi. Et ça c'est vraiment cool. Ouais. Et comme tous les contes chargés de beaucoup de métaphores et de thèmes importants chez un être humain, quoi. Ouais. Je réfléchis vite. En fait, c'est marrant parce qu'en parlant du coup, je m'apaise sur le fait de mes mauvaises attentes. Par rapport à ce film, c'est-à-dire que ça me fait quand même chier, je tiens à le dire. Je vais envoyer un courrier au réalisateur parce que encore une fois, je trouve que il y aurait pu avoir un film encore plus choquant. Mais bon, c'était peut-être pas le sujet qui voulait aborder, dans le sens où moi, vraiment, mettre l'accent sur une espèce de paranoïa, même si à la fin tu dis que non, en fait, il y avait vraiment une sorcière. Mettre l'accent sur juste la folie humaine en fait c'est intéressant parce que sans starter,
Du coup, selon ça, toi, ça aurait été pas mal. selon toi, en fait, la sorcière dont on parle, est-ce que c'est Thomasine ou est-ce que c'est cette sorcière Baba Yaga Non, là, je crois que c'est clairement le film. Enfin, moi, je trouve que au final, le film comme il est fait justement, il me semble un peu trop premier degré dans le sens où oui, moi, la sorcière initiale, c'est la sorcière qui c'est l'une des plusieurs suppôts de Satan, Ouais, tout ouais, simplement. ouais. Ce suppôt qu'elle rejoint à la fin quand elle va vers le feu de camp des Wiccans en train de voler. Ouais. Voilà. Donc, Combien de miam sur 5 tu donnerais écoute, à ce film moi je suis très enthousiaste, donc je vais mettre 4 miam sur 5. What Ouais, en fait j'y ai pensé, je me suis dit, ça fait... Tu vois, ça fait 4 sur 5, ça fait 16 sur 20. C'est pas du 20 sur 20 non plus, tu vois. Moi, j'ai. Le mec, comme il est trop en mode je sais pas. prof d'anglais. TB, vraiment. TB, franchement, TB, continuez vos efforts l'année prochaine. Et retournez-vous. Et retournez-vous, et vous retournez trop parfois pour prendre le cours. Voilà, retournez-vous des fois pour se retourner parfois pour... Cessez vos bavardages. Cessez vos mutineries, chers camarades. Non, moi, écoute, parce que je t'aime bien, je vais mettre 2,5 miam. Quoi 2,5 mais si, c'est la moyenne, c'est un bon film, c'est pas un film transcendant. Ouais. Mais encore une fois, moi, ça non, si, 2,5 c'est bien, Écoute, bon, alors, non, parce que tu verras, écoute les autres réviser podcasts, mais 2,5 c'est bien je maintenant. vais réviser ma note, je vais mettre 3,5. C'est vrai que 4 ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je vais 4 c'est beaucoup. 4 tu vas vers les Nolan, les Michael Mann et donc, tout ça. 3,5 et je t'encourage vraiment à essayer à revoir ce film et avoir une espèce de lecture de conte de Grimm un peu, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça... Non. Pas vraiment, non. Moi j'ai trouvé ça gourmand croquant, donc voilà, 3,5 miams. Ok, bah c'est cool. Bah ça lui fait quand même une bonne moyenne de 3 miams. Bon, ben voilà. Voilà. Cool. Bon, bah salutations. Je pense que nous pouvons terminer. Hein, Cheerios. voilà. Au revoir. Allez, bye. À la Cheerios. prochaine. Peace out. À la prochaine.